Alors, c'est avec un grand plaisir que je vais vous présenter l'équipe de la venue de l'avenir. Je vous présente Zinedine Soualem. Zindine Soualem. Bonsoir. Bonjour. Et où elle est, Julia Piaton? Elle est aux toilettes. Elle arrive, alors elle arrive donc. Elle est aux Il y en toilettes. a qui arrivent en avance, donc qui arrivent en retard. Elle arrive dans pas longtemps, c'est pas un gros truc. Vincent McCain. Abraham Vapler. Cécile de France. Vassili Schneider. Paul Kircher. Sarah Giraudot. Ah bah voilà, Julia Piaton donc. Hein. Suzanne Lindon. Et enfin, le réalisateur Cédric Clapiche. Et voilà. Alors, voilà. Alors, bon, bah, heureusement que vous les connaissez tous parce que tous les petits panneaux sont partis. Tout a bougé. Et alors, je tenais à rajouter 3 noms. Pas de conférence de Mais alors, 3 noms, mais j'espère que vous ne serez pas vexés s'ils tapent pas sur la table parce qu'autrement, on va pas passer toute la... Le producteur Bruno Lévy. Ouais. Et les 2 autres acteurs, Valentin Campagne et Angèle Garnier. Bon, alors, je vais commencer par une question comme ça d'entrée, et après vous allez prendre la parole, vous allez poser des questions. Hein. Cher Cédric Clapiche, juste comme ça pour commencer, ce film qui est tellement riche de thématiques, et puis aussi évidemment de présent et de passé et tout, quand vous avez la première fois eu l'idée de ce film, c'est quoi qui a été le tout premier déclic? Envie d'impressionnisme, envie d'histoire de famille, envie de remonter dans le temps, enfin quoi, envie de quoi? Je pense que vraiment la première envie, c'était de faire un film en costume. C'est très longtemps que je voulais faire un film en costume. Donc parler de l'époque et être capable de construire une esthétique parce qu'on part dans d'autres décors, d'autres costumes, etc. Donc c'était ça le désir de départ. Et après, c'est vraiment des faisceaux de choses. Il n'y a pas vraiment une chose qui fabrique ça. Ce qu'on s'est dit avec Santiago Amigorena, mon scénariste, c'est que assez rapidement, on s'est dit qu'il fallait mélanger les 2 époques, aujourd'hui et avant 1900. On s'est dit que ça serait plus intéressant, disons, d'être sur 2 époques. Et parce qu'on a choisi ça, il y a l'histoire de famille qui est venue assez rapidement pour pouvoir faire ce lien-là. Et voilà, c'était ça l'idée de départ, c'est de trouver un argument qui pouvait mélanger 2 époques. Alors, je vais déjà passer le micro à madame là-haut qui voulait poser une question. Hi, Rama Sofia Rajdi, United States Press Agency. I'm here over des États-Unis. Je suis là. upstairs. I don't know if you see me here. Je sais pas si vous me Because voyez. I'm disabled, I'm in a wheelchair, so. Ok. Je suis dans une chaise Thank you very roulante, much for désolé, je this suis movie handicapé. yesterday. That was. Merci pour You said ce that you film. wanted to share pleasure, and I think you Vous avez shared dit more que than that. vous vouliez Je partager vais essayer de faire la le version plaisir. français. Le casting was fantastic, le décor, everything. Now, je suis plus intéressée sur le purpose philosophique autour de votre film, qui s'appelle La venue du futur. Mais vous nous avez plongé dans le passé pour mieux, je pense, réinventer le futur. Was that the idea? Est-ce que l'approche, elle était plus un hommage à l'éducation nationale, comme on avait vu avec le professeur, ou sur la famille, l'entraide, solidarity, ou aussi l'hommage à la naissance du cinéma, puisque cette année, on fête Century with the Frères Lumière. Thank you. Alors effectivement, c'était justement tout ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que
quand on était en train d'écrire l'histoire, où effectivement on était dans une espèce de recherche sur le passé, le film est beaucoup construit comme une enquête policière où les 4 cousins recherchent qui étaient leurs ancêtres, qui habitaient cette maison abandonnée, et parallèlement la jeune fille Adèle cherche qui sont ses parents. Et donc c'est vraiment une recherche de l'origine et du passé. Et en fait, j'ai eu l'idée du titre en écrivant La venue de l'avenir, et en fait tout a pris son sens à partir du moment où on était plus finalement dans le personnage d'Adèle qui se pose des questions sur son futur, avec qui elle va vivre, de qui elle est amoureuse, est-ce qu'elle va avoir des enfants, ce genre de questionnement, est-ce qu'elle va apprendre à lire et à écrire. Et ensuite, finalement, les personnages étaient déjà dessinés, déjà écrits, mais on les a plus dessinés avec Santiago sur quel rapport ils ont avec le futur. Donc effectivement, Zinedine Soualem Abdel, lui, il éduque les enfants, et donc il a une idée d'éducation et est tourné vers le futur. Julia Piaton, elle est sur la technologie, elle est ingénieure, elle essaye d'inventer la technologie du futur. Vincent Macaigne, lui, il pense au futur dans une logique d'environnement, disons, par rapport aux abeilles, par rapport au respect de la nature. Et donc à chaque personnage, il y avait cette idée. Abraham, il est vraiment dans la construction d'une espèce d'avant-garde vidéo. Il est lié aux réseaux sociaux, à Instagram, et donc il essaye d'inventer le futur des images. Et donc, c'était fou de voir à quel point, finalement, chaque personnage a été construit dans quel est son impact sur le futur, ou quel est ce qu'il pense sur le futur. Et alors qu'ils ont été pensés pour être très, très éclectiques et assez éloignés, notamment les 4 cousins, on voulait qu'ils soient à la fois une famille, mais à la fois très, très différents les uns des autres. Et donc, ils ont été pensés pour que chacun ait une vision du futur différente. Et alors, pour continuer là-dessus, parce que le personnage que joue Abraham, enfin, il en joue 2, mais pour ceux qui par hasard ne l'auraient pas vu, on va pas dire le deuxième qu'il joue, mais il y a une phrase qu'il dit vers la fin à son grand-père. Il dit finalement, il a fallu que je regarde vers le passé pour mieux éclairer ce que j'avais envie de faire, quoi. Donc effectivement, comme vous le disiez, le film il n'arrête pas de faire la bascule entre les deux, mais ça dit aussi que c'est quand même bien de savoir ce qui s'est passé avant, y compris dans le domaine de l'art, pour pouvoir, même avec des supports différents, faire un art tout aussi beau dans le futur, quoi. Vous jouez avec tous les arts quasiment. Il manque un peu de sculpture, peut-être dans un coin. Mais bon. Donc vraiment ce truc que l'art continue coûte que coûte, quel que soit le support. Ça, c'est quelque chose qui vous a aussi... Oui, et puis c'est vraiment une idée ancienne qu'on ne peut pas être artiste si on ne connaît pas l'histoire de l'art. C'est-à-dire que je pense que tous les artistes, c'était vrai à la Renaissance ou c'était vrai à toutes les époques, où pour être artiste, il faut connaître ce que les autres ont fait avant, quoi. Et donc, il y a cette chose-là dans le film. Il y a également... moi, ma mère est psychanalyste, donc je sais que pour bien vivre le présent, il faut se poser des questions sur d'où on vient, qui sont ses parents, quelle était son enfance. Et donc, les questions qu'on se pose sur le passé, elles nous aident dans le présent. Donc, c'est tous ces jeux temporels qui étaient intéressants dans le film, et où, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de thématiques qui sont mélangées, mais finalement, ce qui se rassemble, c'est effectivement quand on commence à mettre face à face 2 époques et à mélanger le passé, le présent et le futur, il y a beaucoup de choses qui se lient. Qui se lit, ouais. Et qui se meut et qui s'est... Ouais. Il y a 2 questions, je crois, là-bas. Bonjour Cédric, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour ce film frais, qui fait du bien, qui nous fait questionner sur pas mal de choses comme la famille et surtout notre rapport au temps et à notre existence. Et alors, il y a une scène que j'ai trouvée magnifique, c'est quand les actrices et les acteurs sont en hauteur de Paris et qui voient cette rue éclairée par l'électricité et qui trouvent ça super incroyable et magique. Est-ce que c'est une manière intelligente de aussi nous faire questionner aujourd'hui par rapport à notre rapport aux évolutions technologiques, parce qu'on entend parler de l'intelligence artificielle et du transhumanisme? Est-ce que c'est une manière de aussi se questionner sur ce que va être le futur pour nous? Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que la question du futur, elle est plus intéressante quand on se la pose avec les yeux d'Adèle et avec qu'est-ce que ces jeunes voient sur l'avenir. Il dit, si ça se trouve, Vassili Schneider dit ça, il dit, si ça se trouve, toutes les rues de Paris vont être éclairées comme ça un jour. Et Paul dit, non, c'est toi qui dis, faut pas rêver. C'est difficile d'imaginer le futur et on ne sait pas ce qui va arriver. Donc c'est le principe même du futur.
Donc c'est vrai et même j'aime beaucoup la phrase que dit Raika Hazanavicius après, il va voir une démonstration de cinématographe des Frères Lumière le lendemain, puisque c'est 1895. Je ne pouvais pas ne pas mentionner le fait que cette année-là, c'est l'année du départ du cinéma, et qu'elle dit ça va servir à quoi? J'adore cette question, parce qu'elle ne peut pas savoir. Moi, je sais que j'ai eu cette idée-là parce que mon père, dans les années 80, a acheté le premier Mac. Et il a ramené l'ordinateur à la maison et je lui ai dit, ça va servir à quoi? Et c'était dans les années 80, c'est il y a 30 ans, quoi. Enfin, un peu plus. Oui, vaguement. Pas très bien compté, ouais. Mais le temps passe si vite. Et je ne savais pas à quoi ça allait servir. Il a essayé de m'expliquer. Il m'a dit oui, pour faire mes calculs bancaires. Et lui, il était physicien et donc c'était lié à son travail. Mais de là à savoir que mon travail de réalisateur allait être complètement lié aux ordinateurs, le fait qu'on allait mettre des images, des sons dans cet ordinateur, etc., et fabriquer Internet, c'était impossible d'imaginer ça. Donc, c'est vrai que quand on regarde derrière et qu'on se pose ces questions-là, on se pose des questions sur voilà, c'est quoi l'avenir? Et donc, effectivement, on est devant l'intelligence artificielle où on sait que soit ça fabrique quelque chose d'assez génial. On sait que pour la médecine, par exemple, c'est que positif, j'ai l'impression, ce qui peut se passer avec l'intelligence artificielle, et que vis-à-vis de plein de choses, ça peut être une menace véritable et ça peut être dangereux. Donc, on ne sait pas et on va voir. La question suivante. Ou là. Bonjour, bravo à tout le monde pour ce merveilleux film. Une question pour vous, Cédric. Pardon, je vous fais parler encore, mais c'est un film très poétique et la poésie, c'est quelque chose qui est propre à votre cinéma. Vous amenez toujours de la poésie dans du réel. Est-ce que ça n'a pas été un peu plus facile cette fois-ci? Parce que par définition, quand on mélange deux époques, c'est l'idée en soi déjà assez poétique. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi justement de la conception artistique du film, je veux dire, voilà, on sent que c'est pas le même grain à l'image pour les images du passé, et comment vous avez pensé l'ensemble pour que le tout soit cohérent esthétiquement. Merci. Alors vous avez raison de dire que moi j'aime bien mettre de la poésie dans le réel, et c'est compliqué. Moi j'aime bien par exemple ce qu'était le réalisme poétique du temps de Marcel Carné. Et c'est compliqué d'être dans les réalités et de fabriquer de la poésie. Donc c'est difficile. Je ne sais pas si c'était plus facile parce que c'est très compliqué de fabriquer un film d'époque et fabriquer un film avec deux époques à toutes les étapes, au scénario, à la préparation, au montage, ça a été compliqué. En fait, c'est surtout au montage, on a vu, pour ne rien vous cacher, le début du montage, le film ne marchait pas du tout. Donc c'était assez flippant de se dire, tiens, j'avais l'impression que ça marchait au scénario, et avec Anne-Sophie Bion, ma monteuse, on s'est arraché les cheveux, si je peux dire. Même si, c'était compliqué, quoi. Et c'est beaucoup une histoire de dosage. Là, on se retrouve à peu près avec 50% de l'époque et de l'époque contemporaine. Mais ouais, fabriquer de la poésie avec tout ça, c'était difficile. Mais pour parler de l'image, puisque c'était finalement le point de départ, c'était le fait que j'avais envie que ce film soit particulièrement visuel, d'une part parce qu'il parle de l'origine de la photographie, comment la photographie a fait évoluer la peinture, comment l'impressionnisme est né, le fait d'aller assez loin finalement dans la description des artistes de l'époque. Comme vous l'avez dit, c'est pas la même image. Moi, j'avais pas envie. Il y a eu beaucoup de films historiques récemment où je trouve que l'image est trop numérique et qu'il y a quelque chose qui jure, disons, quand on parle de l'époque et qu'on est dans une logique numérique. Donc, on a été très numérique pour la partie contemporaine, avec des couleurs très très vives. On utilise le fait que le monde moderne est extrêmement coloré d'une façon un peu outrancière même. Et on s'est beaucoup moqué du monde moderne visuellement. Et pour le monde ancien, effectivement, on a essayé d'utiliser... Alors, c'est des techniques qui étaient assez compliquées. On a utilisé le procédé de colorisation. En fait, toute la partie époque est colorisée comme un film noir et blanc, les documentaires noir et blanc qui sont colorisés. Et ensuite, il y a un étalonnage qui est fait pour ressembler aux autochromes. Les autochromes, c'est les premières photos couleurs que les frères Lumière ont beaucoup utilisées, ou beaucoup de photographes fin 19e et début 20e ont utilisé. Et c'est effectivement un grain il y a une texture, il y a beaucoup de grains. Et il y a également
une gestion des couleurs qui n'est pas celle qu'on connaît ni de la pellicule ni du numérique, sur le fait qu'il y a des couleurs très saturées et d'autres qui sont presque noir et blanc, qui sont presque pastel. Et donc il y a eu un étalonnage extrêmement complexe pour effectivement faire donner ce côté vieilli, disons, de l'image en référence aux autochromes. Et ça a été compliqué à faire. Gérard, Oui. si je peux me permettre. Oui, oui. Bonjour, Gérard Chargé, Cinézoom. Moi, j'ai une question qui s'adresse aux comédiennes et aux comédiens qui ont déjà tourné avec Cédric. Donc, est-ce qu'on vient faire un film avec lui comme si on revenait à la maison? Et puis, est-ce qu'à Cédric, pour prolonger ça, est-ce que ça vous permet de consacrer plus de temps aux petits nouveaux? Mais c'est vrai qu'on connaît bien son fonctionnement. Moi, je savais qu'il allait y avoir des scènes où il fallait que j'improvise, donc j'avais préparé déjà plus de textes que prévu. Et d'ailleurs, la scène où le temps s'accélère, c'était pas écrit. Improvisé, ouais. Voilà, donc je savais. Donc effectivement, là pour le coup, oui, enfin c'était une proposition devancée. C'est trop sympa. Mais vraiment, oui, on a l'impression d'être en famille, quoi, d'être à la maison. On retourne à la maison. C'est comme quand je vais au marché. Je connais tous les produits, mais c'est pas vrai. Non, c'est faux. Non, c'est toujours. Moi, j'ai eu la chance de tourner dans tous les films de Cédric. Je l'ai connu pour son dernier court-métrage, Ce qui me meut. Et Cédric m'a toujours proposé, j'ai vérifié ça il n'y a pas longtemps, à chaque fois c'est des rôles très très différents. J'ai été un peu benet, j'ai été pharmacien, là je suis professeur, et à chaque fois je suis heureux de revenir, et à chaque fois je me dis il faut que je lui prouve que je suis toujours là et que je vais être bon et que je vais travailler. Donc c'est un plaisir, et il y a toujours un challenge pour qu'on est toujours en train de travailler ensemble. Je sais que dans pas longtemps il va attaquer le prochain scénario. Voilà. Mais alors, et la deuxième question, enfin le deuxième morceau de question de Gérard, est-ce que ça vous a laissé plus de temps, ou est-ce que vous, les petits nouveaux, vous avez eu l'impression qu'on s'occupait mieux de vous? Alors, qui commence? Ah, c'est les petits nouveaux qui répondent. Ah, oui, c'est les petits nouveaux. Hein. Je pense qu'on s'est senti très choyés par Cédric. Après, est-ce que c'est parce qu'il a délaissé les anciens? Je sais pas, mais non, mais c'est vrai que c'est une chance de travailler avec Cédric, parce que la confiance totale qu'il nous fait quand il nous choisit nous donne confiance, et donc j'ai l'impression qu'on a la place d'être libre et d'oser. Exactement comme je pense que Cécile et Zindine se sentent à la maison, on s'est sentis accueillis chez eux. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y avait ce sentiment d'arriver comme dans une maison qui fonctionne, et que, comme quand tu vas chez quelqu'un qui te dit oui, ou il te le dit même pas, mais tu fais comme chez toi, quoi. Et ça, il y avait un truc où ça fonctionnait vraiment, et du coup, ouais, c'était voilà. Vincent, un petit, parce que c'est aussi petit nouveau. Hein. Non, mais c'est très agréable de travailler avec Cédric, parce que il est très curieux de chaque texture d'acteur, et en même temps il est très confiant, même en tout cas s'il ne l'est pas, il le cache. Il est confiant, il a confiance dans les acteurs, et il a confiance aussi dans son histoire. Et l'image que j'ai d'avoir travaillé avec Cédric, c'est de traverser une sorte de grande avenue avec plein de voitures, ça pourrait faire peur, mais c'est comme un grand frère ou un papa, ça dépend des âges, qui prend la main, et on peut traverser en fermant les yeux. Et ça nous permet d'improviser, de donner, et en même temps en sachant que de toute façon, lui, il va toujours savoir où est le bon chemin. Voilà. Je peux pas ajouter grand chose de plus que ce qu'on a dit, mais même si on est des petits nouveaux, on a l'impression d'être en famille, et quand on travaille avec Cédric, on a l'impression de le connaître depuis toujours. C'était une grande maison, une grande famille, c'était génial de travailler avec Cédric. Moi, j'aimerais poser peut-être une toute petite question particulière à Cécile, parce que le fait qu'elle soit dans tellement de films de Cédric, et souvent dans un côté très naturel, assez comme ça,
brut de décoffrage. Qu'est-ce que c'est que ce ton Alors, Calixte, non mais sérieusement, quoi. Au début, là, quand on entend la première fois dont vous posez votre voix... Abdel. Oui, voilà. Non mais c'est... Abdelkrim. C'est vous qui avez... Enfin, vous êtes... Alors, c'est une histoire d'amitié parce que c'est justement sur l'auberge espagnole que en fait, je m'amusais à faire la grande bourgeoise. Et en fait, un jour, j'ai appelé... on s'est appelé pour un autre truc. Et juste avant qu'il raccroche, je lui demande, t'as pas un petit rôle dans ton prochain film? Et il me fait, non. Un tout petit rôle qui fait un peu avancer l'enquête et tout, mais vraiment... je dis, c'est pas grave, un petit rôle, mais un jour, il n'y a pas de problème, j'adore tourner avec toi, Cédric, vraiment, un jour, je serais trop heureuse. Et en fait, il l'a étoffé, et il a créé cette histoire magnifique avec le personnage de Zindine. Et après, il m'a envoyé un lien d'une personne qu'il a découvert quand il cherchait sur l'impressionnisme, etc. Et donc, cette femme qui a été mon modèle, je ne citerai pas son nom. Peut-être qu'elle va voir le film, d'ailleurs, et qu'elle va... Peut-être ça va lui faire bizarre. Et il m'a dit, voilà, je me souviens sur l'auberge espagnole, tu faisais la conne en faisant ça, et il y a ce personnage, mais vraiment, Cécile, il faut que tu le fasses le plus sincèrement possible. Et je dis, oui, bien sûr. Donc, gros défi. Et je me suis dit, en fait, Cécile moi, je vais me passionner à fond pour l'impressionnisme. Et donc, je me suis plongée dans l'impressionnisme, j'ai adoré. Et plus ce personnage, parce que Cédric, il a toujours un regard bienveillant, tendre, sur même cette femme on aurait pu la juger ou s'en moquer. Ben non. En fait, il me demandait de l'aimer. Et je l'ai aimé. Parce que c'est grâce au personnage d'Abdel qu'elle est comme ça en connexion avec ses sens et qu'elle est capable comme ça de partir aussi dans un état de conscience modifié. Et donc, en fait, c'est très riche parce que j'ai quand même que 3 scènes, je crois. Et en fait, il y a une complicité avec le spectateur qui s'opère parce que Cédric est un grand humaniste et donc il aime tous ces personnages et nous, on connaît une Calixte en fait. Et donc, ça crée cette complicité, vous voyez. Et nous, acteurs, on est invités dans cette magie et c'est merveilleux. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que moi, je pensais à elle dès le départ et que j'osais pas lui demander parce que je me suis dit, c'est trop petit, elle va pas accepter. Donc, quand elle m'a dit, ouais, est-ce que tu n'aurais pas un petit truc? Je dis, ouais, j'ai un petit truc. Est-ce que... Oui. Bonjour, merci à tous. J'ai passé un très 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 bon moment. Et puis merci aussi parce que grâce à vous, on a découvert un nouveau Monet et une étude chromatique d'impression soleil levant. Donc merci beaucoup. Plus sérieusement, je voulais savoir, j'ai peut-être 2 questions. Si vous étiez entouré d'experts justement, d'historiens de l'art, de copistes, quand même, il y a pas mal de tableaux. Et puis aussi aux acteurs, comment on se glisse dans la peau d'un photographe, d'un peintre, d'un grand peintre, d'une conservatrice. Maintenant, j'ai envie de savoir laquelle parce que j'en connais pas mal. Donc j'aimerais bien savoir si c'est au musée d'Orsay. Voilà, en gros. Merci. Alors oui, il y a eu beaucoup de travail de documentation avec Santiago Amigorena. On a passé beaucoup de temps dans les musées avant d'écrire une ligne et avant d'inventer cette histoire. Donc, dans les musées, on a lu des livres sur la vie quotidienne de cette époque-là. Moi, je collectionne les livres sur les photographes d'avant 1900, donc je connaissais bien les images et les rues de Paris ou la Normandie telle qu'elle est décrite dans les photos du 19e siècle. Donc, il y a eu tout ce travail-là et ça a été vraiment utile. Parfois, il y a des petites anecdotes. Par exemple, l'histoire de la robe là, que Angèle Garnier et Raika Zanavicius apportent, le fait que des lessiveuses, des blanchisseuses utilisent une robe. Ça, c'est l'histoire de la Goulue, par exemple. C'est la Goulue qui est connue pour les affiches du Moulin Rouge par Toulouse-Lautrec, là. Elle était blanchisseuse et puis elle sortait au Moulin Rouge en mettant les robes des clientes, quoi. Et donc elle les mettait puis ensuite elle les lavait pour les rendre le lendemain. Et donc ça, c'est une anecdote, par exemple, qui est née de la documentation ou ce qu'on a incité sur... on est tombé sur un document qui décrivait le fait qu'il y a eu une fête dans Paris au moment où ils ont électrifié. Donc effectivement, c'est l'avenue de l'Opéra qui a été la première avenue éclairée par l'électricité et où tous les gens de Paris sont venus pour voir ça parce que c'était comme une espèce de feu d'artifice dingue pour les gens. Donc
moi, je me disais, cette image-là est folle, et j'ai même voulu reconstituer ce truc-là, puis ça coûtait un peu cher à reconstituer. Donc, il y a eu l'idée de le voir de loin. Mais j'avais envie de mentionner ces choses-là, et c'est vraiment partie de la documentation, quoi. Mais donc, je suis curieux que chacun réponde à cette question. Oui, ben, moi, pour mon personnage, il y a eu plusieurs choses. Déjà, Cédric m'avait dit de lire, m'avait conseillé de lire Scènes de la vie de Bohème de Murger. Et c'est un livre qui a été écrit au milieu du 19e siècle. Et en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que c'est un livre qui raconte une jeunesse du 19e siècle. Et là où ça m'a beaucoup servi, c'est que je me suis rendu compte vraiment que la jeunesse n'était pas différente à cette époque-là. Il y avait la même folie, la même énergie, même au niveau du phrasé de l'époque. Et je me suis rendu compte qu'on se faisait une fausse idée, en fait, de la façon de parler de l'époque. En tout cas, pour les jeunes, finalement, ils avaient un argot qui... il parlait pas forcément très bien français, et du coup, ça m'a rassuré sur la diction, la façon d'aborder les phrases un peu époque. Donc je me suis permis, en tout cas, je me suis dit, je peux moderniser un petit peu. Et sinon, sur la photo, mon personnage est fan de Félix Nadar, donc j'ai acheté un livre que Félix Nadar a écrit pour me renseigner sur lui, et ça m'a appris énormément de choses. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que la photographie à cette époque-là, c'est pas vraiment un nouvel art, c'est une nouvelle technologie plus. Et donc les photographes n'étaient pas vus comme vraiment des artistes à cette époque-là. Il y avait ce débat. C'était des geeks. Ouais, voilà, c'était des geeks, c'était vraiment des geeks. C'était comme aujourd'hui, ceux qui sont fans des ordinateurs. Et Félix Nadar j'ai appris tellement de choses hyper intéressantes. Je vais pas tout vous raconter, et là, ça a évolué hyper rapidement. Tous les 10 ans, il y avait une nouvelle avancée technologique sur la photographie. Et voilà. Mais ce qui m'intéressait, c'était plutôt comment vivait la jeunesse à cette époque-là. J'ai regardé aussi des photos d'époque énormément pour comprendre comment les rues de Paris étaient faites, imaginer un petit peu l'ambiance, le bruit, les odeurs, il y a de la boue partout. Je trouvais ça chouette, enfin, de documenter là-dessus. Sarah ? Et Paul ? En fait, avec Abraham, on a quand même eu avant le tournage affaire à une situation vraiment inédite, qui est celle de le dessin de nu, de dessin de modèle nu, ce qui se passe dans le film. Et c'est vrai que ça avait compté, parce que il y a une certaine émotion de dessiner quelqu'un qui est en face de toi, de le portrayer rapidement. Donc on avait fait ça, et ensuite et pour regarder le Paris de cette époque, c'est vrai que dans les peintures aussi, tu peux voir, il y a pas mal de peintures de situations aussi de cette époque de Paris à cette période-là. Et alors, moi, j'aimerais... déjà, j'aimerais quand même demander... Je veux bien demander à Sarah, en fait. Oui, mais j'allais lui... D'autres choses... Allez-y, Sarah, mais j'allais lui poser une autre question. Oui, allez-y. Par rapport aux artistes, oui, moi, c'est un personnage un petit peu à part, parce que c'était une femme qui était amoureuse du monde artiste, qui n'est pas artiste elle-même, mais qui était modèle. Elle a commencé comme modèle. Mais elle voulait vivre dans ce monde-là, parce que c'était un monde de liberté, un monde de création, un monde en perpétuel mouvement, un monde en perpétuelle séduction. Et donc, il y avait... c'est un personnage, je pense, qui est un peu en fascination, en amour profond pour ce monde-là, mais sans y appartenir vraiment. Donc, ça va? J'ai pas dit trop de bêtises. Non, pas du tout. Non, parce que moi, je pensais, je voulais aussi qu'on arrive aussi quand même à la notion de liberté féminine qu'il y a dans le film. Parce que, effectivement, le personnage d'Odette, c'est quelqu'un qui a choisi sa vie. Alors, peut-être avec, le côté pas forcément toujours marrant, mais elle a choisi sa vie, elle a choisi sa liberté, et c'est ça qu'elle va transmettre. Enfin, l'héritage est un petit peu tardif, au bout de 21 ans, mais c'est comme ça ce qu'elle va transmettre à Adèle, en fait. Donc ça, c'est très joli, ce rapport. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est très libre dans le contemporain du film. C'est vous qui, à un moment, ça suffit maintenant, les mecs pourris, d'autant que vous avez rencontré Victor Hugo, donc voilà. Vous êtes fait draguer par Victor Hugo. Mais donc, j'aimerais quand même que vous me parliez aussi, que ce soit Cédric, mais aussi toutes les trois, cette notion de liberté féminine qui est quand même très présente dans le film, je trouve.
Et c'est vrai que c'est Odette qui a le personnage, on va dire, entre guillemets, sur cette image extrêmement libre, surtout à cette époque où les destins des femmes étaient tout tracés. Il y avait un amour pour cette liberté-là, il y avait un amour aussi, elle avait envie qu'on l'admire. C'était un monde où les gens s'admiraient dans la création, c'était une manière de regarder le monde, de regarder les autres. Et elle avait aussi envie qu'on la regarde, elle avait aussi envie que cette admiration mutuelle, c'est pour ça que je parlais de séduction aussi, c'est des liens humains qui, elle, et bon, après dans la prostitution, c'est autre chose, mais il y a quand même tout ce monde-là où rien n'est figé et tout le monde s'observe, se regarde, s'admire. Et c'est vrai qu'Odette, elle a sans le vouloir peut-être transmis ça à Adèle, mais c'est surtout, je pense, une chance de retrouver sa fille à 40 ans, alors qu'elle ne l'a pas du tout prévu. Je pense mais ça va donner un sens, en tout cas, à sa vie. C'est la quête d'Adèle qui va donner un sens à la vie de sa maman. Et alors Adèle, du coup, parce que elle lui dit quand même, fais des bêtises. Enfin, c'est quasiment l'une des dernières phrases qu'elle lui adresse, donc c'est quand même assez clair comme message. C'est très très clair. Non, mais c'est une phrase que j'adore. En plus, c'est un moment que je trouve super émouvant dans le film. Mais moi, ce qui m'a frappé avec le personnage d'Adèle, c'est que c'est une jeune fille donc, qui fait partie de la partie époque du film, mais sa quête identitaire, elle est extrêmement intemporelle, voire contemporaine. Et moi, elle m'a beaucoup parlé en tant que jeune fille qui se construit d'une vingtaine d'années. Je trouve qu'elle est totalement perdue et extrêmement volontaire et déterminée. Et le fait qu'elle soit indépendante, qu'elle parte seule, que même elle impose une sorte de... Je veux dire, il y a une forme de respect et de bienveillance même dans le trio avec les garçons qui est super, super beau. Je trouve ça vachement beau au cinéma de montrer des liens comme ça entre les jeunes gens. Et je pense que les gens de ma génération... camaraderie, en fait. Ouais, mais je pense que les gens... Aujourd'hui, ils ont envie de ça, ils ont envie de voir ça. Et donc, je pense que la liberté, elle est là aussi, elle est de parler de l'époque en la fabriquant pas dans le film. Je trouve qu'il y a quelque chose de... On n'a pas peur d'être moderne dans l'époque. Et dans l'écriture des personnages, on le sent, je trouve. Et alors, Julia, cette rencontre avec Victor Hugo? Ah ben ça c'est inoubliable. C'était un moment de jeu extraordinaire. Mais je pense à ce que disent mes aïeuls dans le film et sur le fait que on se demande si Céline en fait, elle n'a pas eu trop ce message de liberté à se dire fais des bêtises. Et est-ce que c'est pour ça qu'elle en est là? Moi, ce qui me plaisait beaucoup dans ce personnage, c'est que justement, je trouve que au début, elle a l'impression qu'elle a la vie parfaite, qu'elle est une femme libre et qu'elle a son destin en main. Et en fait, plus elle se retrouve au contact de gens qu'elle aime et qu'elle apprend à connaître, qui sont sa famille, mais au départ, qui les opposent, ils sont très opposés les uns aux autres. Et petit à petit, cette femme se libère justement grâce à eux et grâce à leur tendresse et à à Vincent qui vient la voir et qui lui dit peut-être qu'il faut que tu lâches les plans pourris. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'est transmis avec la génération du dessus qu'elle a trop écouté ou pas assez écouté. Mais à la fin du film, elle se libère. Et c'est vrai que j'ai trouvé merveilleux qu'elle se libère aussi par cette fraternité, voilà, avec ces gens qu'elle aime et qu'elle rencontre. Et en fait, elle est confrontée à trois hommes, en fait, finalement très romantiques, chacun à leur manière. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire ce professeur, là, cette espèce de héros romantique, moderne, qui croit en sa mission. D'ailleurs, la scène de la haie d'honneur, c'est bouleversant parce que c'est vraiment le départ d'un héros, quoi. C'est magnifique. Je voulais dire, quand j'avais lu le scénario et Cédric m'avait montré la vidéo qu'il avait inspirée, qui est très belle et très émouvante. Je crois il me semble que c'était peut-être un professeur de gymnastique parce que comme il était en basket, c'était à la fois très challengeant, mais c'était effrayant, c'était beau et effrayant. Et on était allé quelques mois avant le début du tournage. Cédric avait fait le casting dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine. On avait croisé les jeunes que Cédric avait choisis. On avait fait quelques petites impros. Et à ce moment-là, la principale du collège avait dit, pour l'instant, on a 250 participants, ce qui était pas mal, mais parce qu'il fallait l'autorisation des parents, donc c'était un gros challenge.
Et quelques mois après, juste avant le tournage, on apprend qu'il y avait 650 élèves qui étaient d'accord pour faire. Et là, tout d'un coup, ça a pris une ampleur. Et c'était une scène qui me faisait extrêmement peur et qui a été finalement assez facile à jouer parce que j'ai été porté par tous ces enfants qui étaient à fond et qui criaient mon nom, qui m'applaudissaient avec des yeux brillants. Et c'était pas trop difficile de se mettre dans la peau de ce professeur qui est là depuis 40 ans, qui a vu des générations, qui a connu leurs parents, peut-être voir leurs grands-parents, peut-être, on sait pas. Et Cédric m'avait fait ça, je considère ça comme un cadeau de me proposer une scène comme ça. Et puis en surplus, la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'il avait demandé à mes 2 filles d'être là au bout de la haie et puis de oui, c'est elle qui vient vous, accompagner jusqu'à ma retraite. Mais elle m'avait pas acheté de canne à pêche. Donc. Et je continue sur ce thème quand même de cette masculinité très romantique, que ce soit d'époque là-bas au bout de la table ou que ce soit dans la partie contemporaine. Parce que Vincent, en fait, vous, d'une certaine manière, vous êtes une espèce de prince charmant des ruches, là. Vous allez la sauver, en fait, de son... Non, mais c'est vrai, enfin... Avec votre manière un peu comme ça, baba cool et tout, mais en fait, elle peut pas résister, quoi. Non, mais sur le romantique. Non, mais c'est l'écologie, mais plus de manière romantique. Mais c'est vrai que tous les personnages du film sont très doux et très beaux parce qu'ils sont écrits avec beaucoup d'amour. Et je trouve que le film aussi est comme une sorte de caresse sur nos peurs, en fait. Je trouve c'est important de faire des films aussi qui sont terribles, mais je trouve c'est super beau aussi quand je vois ce film-là. Ça me donne confiance dans notre avenir. On voit en fait dans l'équipe des jeunes, mais qui est du passé, que c'est les mêmes problèmes et qu'en fait finalement, on est à toute époque, on essaye d'être ensemble, de se lier, de tomber amoureux. On essaie de s'en sortir. On a peur de l'avenir, on a peur des nouvelles technologies, on se demande ce que c'est que l'art. Et ce que je trouve sublime dans le film, c'est que ce qui reste dans l'histoire de ce film, mais finalement même dans l'histoire de l'humanité, c'est les œuvres d'art. C'est ce tableau qu'ils trouvent. Et on se dit, mais en fait, c'est ça qui nous reste, c'est ça qui réécrit notre histoire, l'histoire de l'être humain. Et en fait, les artistes et la culture, c'est là pour ça, en fait. Pour pas qu'il y ait que des livres d'histoire qui nous racontent des guerres, des folies, mais en fait qu'on nous raconte aussi qu'on est capable de faire des chefs-d'œuvre, que Monet était un jeune homme qui essayait de comprendre comment peindre le soleil qui se couche, et que cette chose qui a l'air nulle, pas nulle, mais je veux dire, qui se lève, ouais, pardon, excusez-moi, qui se lève, ouais. Mais non, mais cette chose qui a l'air un peu simple et un peu triviale quand on le voit, traverse les âges, et ça arrive aujourd'hui. Et je trouve que ce film-là nous donne envie et de créer et d'être ensemble. Et je trouve que ça, c'est très fort et sublime. Et tous les personnages portent ça en eux. Donc, merci pour avoir fait ce film. Voilà. Je continue ce qu'il vient de dire. En fait, j'ai appris récemment, parce que j'étais en liaison avec Sylvie Patrick, qui est une historienne de l'art, qui a fait l'exposition sur les impressionnistes. Étrangement, c'est tombé en parallèle de la fabrication du film, et qui racontait que les œuvres qu'on voit au musée de l'Orangerie de Monet, il les a fait pendant la Première Guerre mondiale, pendant la guerre de 14, et qu'en fait la douceur, et enfin c'est des tableaux qui sont fous, quoi. C'est vraiment des œuvres magnifiques qui respirent une espèce de côté paisible, et en fait c'est fait pendant la guerre de 14, et que lui, au lieu de parler de la violence de la guerre, il a voulu parler de l'étang de Giverny. Et qu'il y a une violence dans ces tableaux-là, mais effectivement, c'est une façon de charger la vie qui nous entoure en refusant la violence. Donc, je trouvais ça super beau qu'elle raconte ça, que c'était peut-être une réponse à la guerre de faire ces tableaux-là, en fait. Ouais. Écoutez, je pense, de toute façon, c'était la fin. Et je pense que s'arrêter sur le fait que l'art est une réponse à la guerre, et on peut difficilement faire mieux. Donc, je vous invite à applaudir énormément